Eh bien, je crois, mon cher Marcelin Laratte, que nous pouvons démarrer nos travaux. Cette journée est importante. Elle marque, cela a été dit, le coup d'envoi d'un vaste plan d'action que l'Union laitière de la Meuse initie en faveur de l'élevage et de sa filière, à l'heure où, disons-le, son avenir est incertain. Le risque d'une accélération de la déprise laitière est... Nous y reviendrons. Cette activité est pourtant essentielle pour la vitalité économique du territoire, son dynamisme, le maintien de sa population, l'environnement également. En préparant les différents débats qui vont ponctuer cette journée, j'ai été saisi par la richesse et la modernité de ce secteur. Et c'est d'abord cet optimisme et cet enthousiasme que nous voulons aussi partager avec vous. Alors le programme est copieux, éleveurs, économistes, entrepreneurs, experts d'ici et d'ailleurs vont prendre la parole et nous plonger dans le grand bain du lait, une activité aux 1000 facettes. Je suis Nicolas Bestuc, journaliste au Point, et je vous accompagnerai tout au long de cette journée. Bienvenue donc aux Assises du lait. Merci à l'ULM de sa confiance et de son accueil. Vous me verrez de temps en temps regarder mon portable. Je n'envoie pas de message à ma fiancée, mais c'est pour le temps qui nous est compté, et donc je regarde régulièrement le timing. Alors pour commencer, prenons un peu de hauteur et voyons ce qui se passe sur la planète lait et dans sa banlieue. Comment le marché du lait a-t-il évolué dans le monde depuis la crise sanitaire? À quoi les acteurs doivent-ils s'attendre demain? Où sont les nouvelles zones de production, les réserves de consommation? Faut-il craindre des tensions sur le marché mondial? Comment vont se comporter la Chine, les États-Unis? Quels sont les atouts de la France, les opportunités à saisir? Avant de revenir en Meuse et de nous plonger dans la vie de ces exploitations, nous avons choisi de prendre un peu de hauteur, de dresser un état des lieux global, mondial du marché du lait. Et pour faire ce tour d'horizon, nous avions besoin d'un spécialiste. Et ce spécialiste, je vous demande de l'accueillir avec peut-être quelques applaudissements d'encouragement. C'est Loïc Moller, expert des marchés, ingénieur en agriculture. Oui, on peut l'applaudir. Responsable des affaires économiques à l'association de la transformation laitière française, l'ATLA. Celle-ci regroupe 2 fédérations, l'industrie et la coopération laitière, soit une centaine d'entreprises, 200 coopératives, dont l'ULM, soit plus de 90% du lait français. L'ATLA a été créé pour offrir aux acteurs une expertise sur tous les sujets, le marché, les règlements, l'information des consommateurs, la RSE et j'en passe. Bonjour Monsieur Moller et merci. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, bonjour à tous. La première chose qui m'a interpellé lorsqu'on a préparé ce débat, cet entretien, c'est l'utilisation du pluriel. Vous ne parlez pas du marché du lait, mais des marchés du lait. Alors pourquoi ? Alors en effet, si on regarde au niveau macro et au niveau international, on n'échange pas de lait, on échange des produits laitiers. En fait, le lait, c'est une matière qui est non stockable, non transportable, puisque c'est une matière périssable et que c'est une matière qui est essentiellement composée d'eau. Donc le lait, il faut absolument le transformer en produit laitier avant de l'échanger. Et donc ça, c'est quand même important. On n'échange pas du lait sur le marché mondial, on échange bien des produits laitiers. Et c'est essentiel. Alors parlons d'abord des prix, puisque c'est crucial. Le lait est un produit qui s'échange peu, en ce sens que 90% de la production consommée l'est sur le marché, lait L''EST, sur le marché intérieur, et ce sont les 10% restants qui vont s'exporter, qui vont fixer les cours. Il n'y a donc pas ou peu d'élasticité entre l'offre et la demande, mais aussi une grande volatilité des prix. Alors c'est ça. En fait, le marché des produits, le marché laitier international, c'est un marché de dégagement qui est seulement de 10% de la production mondiale. Et donc ce marché a une offre, ce qu'on appelle une offre et une demande qui est déséquilibrée, puisque c'est seulement une offre de dégagement qui va venir sur ce marché mondial. Pour faire simple. Hein. Et alors, une offre de dégagement, c'est-à-dire la production laitière est une production saisonnière et ce que l'on va appeler l'équation laitière, c'est-à-dire que quand on va produire un produit laitier, on va produire un produit
et ses coproduits. Par exemple, si aujourd'hui je fais de la poudre de lait écrémé, je vais avoir du beurre. Et donc je vais toujours me retrouver avec des marchés déséquilibrés, puisque si je veux équilibrer mon marché de la matière protéique, la poudre de lait écrémé, je vais quand même produire du beurre, alors que cette demande n'est peut-être pas la même que celle de la poudre de lait écrémé. Et ça, c'est toute la complexité qu'on va retrouver sur les marchés des produits laitiers et qui va entraîner cette très forte volatilité, puisque l'offre et la demande sont déséquilibrées. Et comme vous l'avez dit, il n'y a pas d'élasticité entre l'offre et la demande. Et donc, économiquement, on a des marchés qui sont extrêmement volatiles. Alors, pour en revenir au marché mondial, qu'avez-vous observé depuis la crise sanitaire, disons-le d'abord? Y a-t-il un avant et un après Covid? Est-ce que les choses ont bougé? Est-ce que cette crise très inattendue et mondiale a influé le marché? Et qu'en est-il aujourd'hui de sa production, de la consommation et de l'évolution des prix sur la planète, hein? Alors, ce que l'on peut dire du côté des marchés, déjà, il faut bien prendre en compte qu'il y a eu un très fort développement du marché des produits laitiers mondial sur la période 2000 à 2020. En fait, on est passé d'un marché très faible en volume à un marché qui aujourd'hui est plus de 10%, donc, comme je le disais, de la production mondiale, avec une croissance assez rapide, puisqu'on était en moyenne à une augmentation de 2% de la production et de l'offre mondiale sur cette période-là. Et ça, c'est ce que l'on voit depuis le Covid, c'est plutôt une stagnation de la production des principaux pays exportateurs, alors que la demande tendancielle, comme on parlait tout à l'heure, semble continuer à progresser. Alors, sur la consommation? Alors, la consommation de produits laitiers dans le monde, pour vous donner quand même quelques explications, on consomme des produits laitiers un peu partout dans le monde. Qui c'est qui va acheter majoritairement des produits laitiers? C'est les pays qui sont déficitaires en production laitière. Et donc, pour combler leurs besoins, ils vont importer des produits laitiers. Aujourd'hui, au niveau de la demande, on a une demande qui est répartie assez équitablement dans le monde, avec l'Asie du Sud-Est, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et le Moyen-Orient comme très gros consommateurs de lait. Par contre, on a quelque chose qui s'est énormément développé depuis les 20 dernières années, c'est le poids de la Chine. La demande aujourd'hui est quand même drivée principalement, on ne va pas dire exclusivement, mais principalement par la demande chinoise, qui est devenue le principal importateur de produits laitiers dans le monde, avec une consommation de un tiers de la consommation totale de produits laitiers sur ce marché mondial. Alors, de lait ou de produits laitiers? On parle bien de produits laitiers. Alors moi, je fais parfois des confusions lait-produits laitiers, parce que bon, c'est des raccourcis, mais encore une fois, on parle de produits laitiers, mais voilà, en équivalent lait, produits... des équivalents lait. Et alors, vous me disiez, monsieur, en préparant ce débat, que la Chine, aujourd'hui, disons-le, elle fait la pluie et le beau temps sur ce marché. Un tiers, effectivement, oui, de la production mondiale absorbée par ce grand pays, ce pays gigantesque. Tout à fait. Alors, la pluie et le beau temps, elle le fait... alors, oui, on peut le dire comme ça, puisque de par son poids, sa présence ou non sur les marchés internationaux vont driver l'évolution des prix. La Chine qui arrive sur les marchés internationaux pour importer fait s'envoler les prix, alors que son absence a tendance à faire baisser les prix. Et il y a un autre effet aussi que l'on voit régulièrement avec la Chine, c'est sa capacité à acheter beaucoup à un moment T pour stocker. Alors ça pour une multitude de raisons, que ce soit économique, que ce soit politique, en prévention de conflits, de tensions géopolitiques, ou suite au Covid, pour s'assurer une production et une disponibilité de l'offre pour ses habitants. Mais cette stratégie de stockage, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va assécher le marché à un instant T en achetant beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et derrière, elle va ne plus être là. Et ça par exemple, ça explique la volatilité des marchés laitiers, puisque, comme vous le dites, c'est le plus le beau temps, la machine est là, elle achète, ça fait augmenter les prix, tous les prix augmentent, les prix du lait augmentent, alors que si elle ne vient plus et qu'elle a stocké, les prix diminuent.
Alors, elle achète moins de lait et plus de produits laitiers, vous venez de nous l'expliquer. Elle veut aussi accroître sa production. Alors, que fabrique-t-elle et que veut-elle fabriquer demain? Alors, la Chine est un très gros producteur de lait. Ça, il ne faut pas l'oublier. Oui. Est-ce que c'est un marché autosuffisant? Non, pas du tout. Non, elle produit à peu près 37 milliards de litres de lait en gros. Hein. Et elle en importe à peu près aujourd'hui presque 20 milliards de litres de lait. Par contre, elle cherche à augmenter massivement sa production laitière nationale pour compenser son besoin d'importer. Parce qu'elle veut être autosuffisante et elle veut réagir à cette faiblesse internationale et géopolitique qui est l'importation de produits laitiers et de produits agricoles en général. Et ça se voit sur certains marchés particuliers. Par exemple, on sait très bien, nous en France, que l'on s'était orienté par exemple sur la production de lait infantile pour pouvoir répondre à ce marché chinois. Et la Chine tente désespérément depuis des années de renationaliser cette production-là et donc créer des problématiques pour les entreprises qui se sont orientées vers ce marché-là. Alors c'est évidemment un marché qu'il faut surveiller et dont il faut tenir compte, mais la population de la Chine baisse. Il y a une politique de natalité drastique, hein, le malthusianisme encore de beaux jours là-bas. Est-ce que ça va modifier le cours des choses dans les prochaines années et peut-être rendre la Chine un tout petit peu moins omnipotente et importante? Alors non. Non, ça ne va pas la rendre moins omnipotente, je pense, sur les marchés laitiers. Néanmoins, ce que l'on peut dire, c'est que en fait, il y a la consommation de produits laitiers. Elle est due à deux facteurs. C'est soit l'évolution, hein, soit c'est une augmentation de la population. Hein, s'il y a plus de population, il y a plus de consommation de produits laitiers. Et le deuxième facteur, c'est l'augmentation de la consommation individuelle. Plus vous allez consommer individuellement des produits laitiers, plus il y aura de consommation. La Chine, elle a une population qui est aujourd'hui rentrée dans sa transition démographique, hein, puisqu'on voit que la population de la Chine va plutôt vieillir et pas augmenter. Par contre, la population chinoise plus âgée n'était pas consommatrice de produits laitiers. Hein. Historiquement, les populations asiatiques ne sont pas très consommatrices de produits laitiers. Par contre, la population plus jeune, elle, s'européanise ou s'américanise et a tendance à consommer de plus en plus de produits laitiers. Donc en fait, le vieillissement de la population en Chine, la Chine va continuer à importer et à être un acteur majeur et à développer sa consommation du fait de l'augmentation de la consommation par habitant. Et par exemple, pour vous donner quelques chiffres, on s'attend à une augmentation dans les prochaines années d'un besoin de 7 milliards à 8 milliards de litres de lait en Chine pour l'horizon 2030, qui sera couvert soit par une production nationale, soit par des importations. Alors on retient ce chiffre, hein, un tiers de la production mondiale aujourd'hui absorbée par la Chine, mais il n'y a pas que la Chine, il y a d'autres marchés en développement. Est-ce que vous pouvez nous citer les principaux? Oui, alors pour ce qui est de la demande dans le monde, quand on regarde ce qui va se passer, donc encore une fois, comme je vous l'ai dit, hein, deux facteurs, l'augmentation de la population dans certaines zones ou l'augmentation de la consommation des produits laitiers. Donc aujourd'hui, l'Asie du Sud-Est est un gros réservoir de consommation. Quel pays notamment, alors, on peut citer? Alors l'Asie du Sud-Est, on parle de l'Indonésie, de la Malaisie, des Philippines, de la Thaïlande, du Vietnam, de la Malaisie. Tous ces pays sont des pays qui développent énormément leur consommation de produits laitiers, hein, que ce soit pour leur population ou pour nourrir aussi leurs animaux. Sur cette zone-là, on s'attend aussi à une augmentation de 7 milliards de litres de lait, la consommation d'ici 2030. Donc c'est un réservoir qui est aussi important que la Chine, hein, en termes d'augmentation de consommation. Ensuite, un autre réservoir de consommation, ça va être le Moyen-Orient, qui va continuer à augmenter sa consommation de produits laitiers. Là, on s'attend à une augmentation d'ici 2030 un peu inférieure aux autres régions, plutôt 3,5 milliards de litres de lait. Et ensuite, on a un gros réservoir qui devrait apparaître au niveau des États-Unis en fonction de la politique d'immigration des États-Unis, puisque là, en fait, les États-Unis vont avoir une population qui va croître normalement via une migration qui vient de la population d'Amérique du Sud.
Et cette population, en arrivant aux États-Unis, donc elle augmente la population américaine, mais elle se met aussi à consommer plus de produits laitiers, parce qu'aux États-Unis, on peut consommer plus facilement des produits laitiers. Et donc là, on s'attend à avoir un autre réservoir de 4 milliards de litres de lait aussi par là. Alors la transition est toute trouvée, on vient de parler de la demande, parlons de l'offre. Quels sont les grands exportateurs? Alors les États-Unis vont importer, mais ils exportent beaucoup, ils font partie des grands exportateurs. Tout à fait. Vous citiez aussi l'Europe, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Argentine. Vous pouvez nous dire deux mots sur les grands acteurs mondiaux? Tout à fait. Alors, du côté de la production laitière, on peut résumer le monde en 5 pays exportateurs. Donc, il y a bien une différence entre la production laitière et l'exportation de produits laitiers. Pour exporter des produits laitiers, il faut être excédentaire sur son propre pays. Et donc, on a 5 pays qui sont dans ce cas-là et qui vont alimenter principalement le marché mondial. Donc, c'est la Nouvelle-Zélande, qui est le premier pays exportateur dans le monde, avec 20 milliards de litres de lait qui sont exportés. Ensuite, on a l'Union européenne, qui est le deuxième pays, la deuxième région exportatrice dans le monde. Oui, c'est singulier. Vous parlez de pays et l'Union européenne, dans votre tête et dans votre analyse, est un pays. C'est un pays parce que... ça relativise un peu son poids. Alors, mais parce qu'en termes d'échange, l'Union européenne est un marché en soi, puisque les taxes, en fait, on ne peut pas rentrer dans l'Union européenne en exportant venant de hors d'Union européenne, et on regarde bien les exportations de l'Union européenne, on ne regarde pas ce qui se passe à l'intra-européen. Donc l'Union européenne est un pays, enfin une région exportatrice en elle-même, bien sûr. Donc là, on exporte 20 milliards de litres de lait également. Ensuite, on a les États-Unis, qui sont donc un très gros pays producteur, avec 100 millions de litres de lait de production, mais exportent seulement 7 milliards de litres de lait actuellement. Et 100 milliards, vous voulez dire? 100 milliards de production, oui, et 7 milliards d'exportation. Donc très gros pays producteur, mais plus petit acteur international. Ensuite, nous avons l'Argentine et l'Australie qui font également partie de ce quintuple acteur sur le marché international, mais avec des exportations qui sont plutôt limitées. Donc ça, c'est pour vous dresser un peu le panorama actuel. Et si on se projette dans les prochaines années, alors qui c'est qui peut produire pour ces opportunités que l'on a vues un peu partout dans le monde? Oui, quelles zones vont prendre le relais en fait, quelles zones vont prendre le, en tout cas, quelles zones vont pouvoir fournir ce lait supplémentaire qui va être nécessaire pour alimenter ces zones qui ont besoin de nourrir leur population. Et là, la question se pose, puisque quand on regarde la Nouvelle-Zélande, par exemple, la Nouvelle-Zélande aujourd'hui, elle connaît une transition écologique qui est nécessaire, puisque la production laitière s'est énormément développée avec des externalités sur son environnement et son écosystème qui ont été assez dommageables jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a eu une régulation qui s'est mise en place pour stopper le développement de la production laitière en Nouvelle-Zélande dans les prochaines années. Donc aujourd'hui, on sait que la Nouvelle-Zélande ne produira plus de lait, ne produira pas plus de lait, et plutôt rentrera dans une transition et donc plutôt orientée à la baisse. Les États-Unis, on finira avec l'Europe, les États-Unis, eux, ont une vraie volonté de production et de développer leur production laitière, mais aujourd'hui, les États-Unis ont quand même des difficultés économiques. En fait, ils dépendent énormément des marchés et des prix du marché, que ce soit au niveau des prix des produits laitiers ou de leur prix des charges, donc ça va être les coûts alimentaires, pour pouvoir développer leur production. Aujourd'hui, par exemple, à cet instant même, l'équilibre aux États-Unis n'est pas bon, la rentabilité d'exploitation ne sont pas là, et donc on a un décrochage de la production aux États-Unis. Donc on a du mal à avoir une production aux États-Unis qui puisse répondre avec les demandes internationales. Et enfin, on a l'Union européenne. Et là, l'Union européenne, on l'a déjà dit ici, avec la problématique du renouvellement des générations, mais on a également la problématique de la transition écologique aussi, vous le savez sûrement, mais le Green Deal, le projet européen de transition écologique, a été un projet très ambitieux, qui a mis des objectifs de développement durable très ambitieux qui peuvent rentrer en concurrence avec le développement d'activités comme la production laitière. Et ça, c'est au niveau européen, mais après, comme vous le disiez,
l'Union européenne est un maillage un patchwork de différentes nations. Et toutes ces nations, enfin une grande partie, elles aussi ont des objectifs de développement durable assez importants et qui peuvent aussi venir en confrontation avec des objectifs d'augmentation de la production. Donc en fait, tout ce développement pour vous expliquer que quand on se projette en 2030, alors là pour le coup c'est pas moi, je me cache derrière des grands organismes, notamment Rabobank, qui est une banque qui a un service dédié à la prospective des marchés laitiers. Et ils estiment chez Rabobank qu'il y a une opportunité, c'est-à-dire une zone de vide de 20 milliards de litres de lait d'ici 2030 à produire pour répondre aux besoins du développement de la consommation mondiale. Voilà. Alors, merci pour ce tour d'horizon, ce tour du monde du lait. On va peut-être terminer sur la France. Quelles sont ses forces, ses faiblesses et ses perspectives aussi? Pour le coup, la France, dans un projet de transition écologique, je pense qu'on a cette force d'avoir une des agricultures et une des productions laitières les plus durables au monde aujourd'hui. Je pense que c'est un atout sur lequel on peut continuer à travailler, mais sur lequel on peut aussi s'appuyer pour valoriser notre production laitière. On a aussi un atout environnemental, parce qu'un des grands défis que l'on va voir apparaître dans les prochaines années pour la production laitière mondiale, c'est le réchauffement climatique, puisque la production laitière, dans les grandes zones de production laitière, on voit bien que le réchauffement climatique va impacter la capacité de production. Et nous, on a quand même des conditions aujourd'hui climatiques qui sont royales pour produire du lait. Donc la France a toute sa place aujourd'hui pour pouvoir répondre à cette opportunité que va offrir le marché mondial dans les prochaines années. Un petit mot sur les modes de consommation et sur l'actualité qui est marquée par un retour très spectaculaire de l'inflation. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la tête du consommateur, c'est d'abord le prix qui compte? Et puis demain, quels seront les produits qui pourront avoir le vent en poupe? Quels conseils vous pourriez donner à ceux qui se lancent? Conseil prudent. Conseil prudent. Alors, c'est intéressant de voir l'inflation en France et l'impact de l'inflation sur la consommation alimentaire. En fait, on s'est rendu compte qu'en France, l'inflation n'a pas eu un impact aussi fort sur les produits laitiers en termes de consommation que sur les autres protéines. En effet, on a vu une augmentation des prix rien que sur l'année dernière de plus de 20% sur le secteur laitier. On parle là en grande surface. Et la consommation de produits laitiers a diminué sur un an d'environ 1,5-1,8%. Et ça, c'est très faible par rapport à ce que l'on a vu ailleurs. En fait, ce que l'on voit quand on regarde catégorie par catégorie, c'est que la protéine laitière en fait, est devenue assez compétitive par rapport aux autres protéines, puisqu'elle est moins chère que par exemple la protéine animale, la protéine issue de la viande, ou même par rapport aux œufs. Donc en fait, on a eu une assez bonne réaction sur nos univers par rapport à d'autres univers. Monsieur Moller, merci. On avait besoin d'un grand expert pour camper ce marché mondial du lait et vous étiez parfait dans ce rôle. Je pense que vous méritez quelques applaudissements. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Moller.